is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live d'Alira. Bonjour à tous et à toutes, hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné de plein de gens de l'équipe que vous connaissez bien, Daniel, Ben, Virgile, Cyril. Et aujourd'hui, je voudrais notamment qu'on puisse accueillir deux personnes que vous ne connaissez pas encore forcément beaucoup, Jika et Dr Futuro. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui tous les deux pour ce live un peu exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes? Vas-y, docteur, commence. Ok, bon bah alors moi, je suis une personne qui a plusieurs casquettes à la base. Je suis donc musique producteur de musique, et à côté de ça, je suis vulgarisateur tech. Et pourquoi je suis vulgarisateur tech? Parce qu'en fait, c'est ma passion de parler de la technologie, parler du futur en général. D'ailleurs, d'où le nom Docteur Futuro. Et, et en fait, avant d'avoir toutes ces casquettes-là, j'étais développeur aussi. Et j'étais intéressé notamment à la création de chatbots à l'époque. Et c'est comme ça, en fait, vraiment que j'ai creusé le domaine de l'intelligence artificielle. Et du coup, ben, c'est devenu vraiment une vraie passion pour moi. Je me considère pas du tout, hein, comme un expert. Moi, je fais que le relais de la parole des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Trop bien, merci beaucoup. On a besoin de gens qui font des relais fiables et qui donnent de Exactement. l'information utile au grand public. C'est tellement, tellement nécessaire. Et toi, Jika, alors nous, on te connaît bien, mais peut-être le public ne te connaît pas encore très, très bien. Dis-nous un peu qui tu es, d'où tu C'est viens. ça, c'est vrai, on se connaît bien. Moi, ancien apprenant à l'IRA, donc sur la partie blockchain. Avant tout, je suis un passionné d'innovation technologique, hein, très curieux de tout ça. Et en fait, j'ai commencé toutes mes études, tout ça, data scientist. J'ai commencé consultant data pour différents groupes du conseil. Et en ayant à côté toujours cette fibre autour de la blockchain. Et c'est comme ça un peu qu'on s'est rencontré avec l'équipe d'Alira quand j'ai voulu pousser plus loin la partie tech de développeur blockchain. Et j'en profite quand je peux pour vulgariser, pour parler ou même former aussi autour de l'IA et de la blockchain même. Trop bien, trop bien, trop bien. Du coup, vous l'aurez compris, ça va être un format un peu spécial aujourd'hui. On va notamment parler de l'intersection blockchain et IA, et entre autres de la question de l'IA. C'est pour ça qu'on a ces deux invités exceptionnels aujourd'hui. Alors, je sais pas, je vais commencer par une question très, très générale. Est-ce que vous trouvez que la hype
qui est actuellement en cours, hein, qui est indéniable sur l'IA est justifié ou pas? Est-ce que c'est un miroir aux alouettes? Est-ce qu'il y a une vraie promesse technologique? Est-ce que même peut-être que c'est encore sous-coté malgré le fait que c'est hyper hypé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence ou? Ok. Ouais, Allez, vas-y. vas-y. Ok. Bah, en fait, moi, je pense pas. Je pense que cette fois, la hype est réelle, dans le sens où, même si la technologie n'est pas nouvelle, hein, les technologies, par exemple, de LLM qui sont utilisées aujourd'hui, donc les large language models, donc les larges modèles de langage, donc comme ChatGPT. En fait, cette technologie, elle est déjà assez ancienne, mais c'est la première fois qu'elle est diffusée au grand public d'une telle façon, à une telle ampleur. Et donc du coup, c'est assez incroyable, la réaction des gens, heu, par rapport à cette technologie et ça, c'est nouveau, en fait. Ça a jamais été autant, démocratisé et donc cette fois, je pense que la hype autour de l'IA, n'est pas près de s'arrêter parce qu'en plus, du fait que, ben, voilà, maintenant, la technologie LLM, est démocratisée, il y a quand même, une évolution assez exponentielle dans le développement de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs papiers scientifiques qui montrent que la puissance allouée aux puissances du coup, les puissances de calcul allouées à l'intelligence artificielle, doublent littéralement tous les 3 mois. Donc c'est énorme. Ah ouais. C'est encore plus rapide que la loi de Moore qui expliquait le doublement du nombre de transistors, sur les microprocesseurs, tous les 18 mois. Donc là, c'est pas on double pas tous les 18 mois, on double littéralement les puissances de calcul, données à l'IA, carrément tous les 3 mois. C'est assez dingue et donc ouais et récemment là, le patron de Nvidia, il a dit que d'ici 2030, ils vont, faire, des systèmes, de data center qui vont permettre de faire de l'IA 1 million de fois plus puissante encore que GPT-4. Donc 1 GPT-4, million c'est de fois la plus dernière. puissante que GPT-4, mais j'arrive même pas à imaginer ce à quoi ça peut ressembler, quoi. Ouais, ben dans 10 ans, quoi. C'est la Ça va être folie. assez fou. Ouais, c'est la folie. Folie. Exactement. Après, moi, ce genre de statistiques, c'est bien entendu tout ce qui est la puissance de calcul, tout ça, c'est nécessaire. Mais c'est là aussi où je vois qu'on aura vraiment du chemin devant nous et qu'on n'est pas du tout à la pointe aujourd'hui. C'est que finalement, bon, augmenter le nombre de paramètres pour les modèles, pour qu'ils soient plus puissants, oui, mais c'est vraiment la donnée en entrée. Alors moi, je ressens toujours sur la donnée, et plus tard, on parlera de la blockchain. Pour moi, c'est aussi là le lien un peu, c'est sur la donnée, et c'est tout ce processus de traitement de la donnée qui va vraiment permettre d'améliorer l'ensemble. On dit souvent, dans le monde data science, garbage in, garbage out. Si en entrée, la donnée, elle est pourrie, on aura beau mettre le Exactement. modèle le plus puissant, en sortie, ce sera complètement pourri. Et il y a eu des ancêtres de ChatGPT et autres qui ont montré un peu les limites justement par rapport à ces problèmes de données. Donc c'est aussi ça où on n'est pas du tout au max, mais on a vraiment fait un pas en avant. Ça fait des années qu'il y a ces notions de chatbot. Hein, tu as commencé aussi à t'intéresser par rapport à ces notions de chatbot. Ça fait des années, mais là, c'est vraiment ce côté grand public, facilité d'utilisation, ce côté no-code, mais même abstraction. Et c'est ça qui est beau. Là, j'ouvrais tout à l'heure, je me suis dit, on ne sait jamais, on pourra montrer. À l'époque, quand je commençais un peu à coder sur de l'IA, de la data science, du machine learning, tous ces termes un peu barbares, c'est que du code. J'ouvre un notebook, j'écris des lignes de code. Aujourd'hui, n'importe qui peut être, alors pas expert, mais il peut utiliser, se spécialiser sur l'IA sans avoir besoin de dire ah bah oui, je sais coder en Python, je sais coder en ci, en ça. Non, il n'y a pas ces besoins. Et c'est là où pour moi il y a une vraie hype, et la hype, elle est justifiée. C'est ce côté grand public. Ok. Voilà, exactement. Ok. Et aussi, il y a une chose, fondamentale aussi à comprendre dans l'intelligence artificielle, c'est qu'avant les années 2010, il y avait ce qu'on appelait, l'IA symbolique et l'IA symbolique, c'était des systèmes d'IA qui étaient programmés, préprogrammés par des humains. Et là, depuis les années 2010, on est rentré dans un tout nouveau paradigme, c'est-à-dire, en fait, on programme plus l'IA, mais on l'éduque avec quoi? De la data, beaucoup de données et donc là, c'est vrai qu'il y a un changement radical aussi à ce niveau-là et qui n'a jamais été observé, auparavant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ok, ça c'est un autre truc. Alors peut-être qu'on peut expliquer un peu. Alors je vais poser la question à 1 million d'euros, mais
comment ça marche? Comment est-ce que ces larges modèles de langage font pour, quand on leur met un prompt en entrée, nous sortir un texte qui est cohérent? On comprend bien qu'il n'y a pas un programmateur qui s'est amusé à écrire tous les cas de figure de tous les textes possibles qu'on pouvait lui mettre pour nous faire toutes les réponses. Ce serait juste complètement impossible et complètement stupide. Mais du coup, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a sous le capot en 2 minutes, les réseaux de neurones, s'il vous plaît? Bah, en Alors, fait, déjà, on ce qu'il faut peut. savoir. Ouais, bah vas-y, Moi, tu peux parler, vas-y. limite, moi, je profite avant, peut-être un pas en arrière, peut-être qu'on reprécise, même Docteur Futuro, tu peux repréciser un peu ces notions différentes de c'est quoi l'IA. Avant sous le capot, finalement, les réseaux de neurones, tout ça, on utilise beaucoup le terme IA. Il y a IA, j'ai parlé de machine learning, on parle de deep learning, de réseau de neurones. Tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est et c'est plus ce côté-là parce que après on va parler de ChatGPT, de LLM, les modèles de langage, toutes ces notions-là. Mais finalement, cette partie générative, IA générative, c'est un sous-ensemble de l'IA qui est même, c'est même un sous-ensemble d'un sous-ensemble de l'IA. Et donc, c'est un peu ces notions-là aussi où finalement, l'IA, n'importe quelle technique, un code très cadré ou fait ci, fait ça, c'est déjà de l'IA. Le but de l'IA, c'est juste d'essayer de simuler une intelligence humaine. Donc, oui, s'il y a un arbre de décision bien défini, si c'est supérieur à 2, je fais ça. Si c'est supérieur à 4, je fais ça. Et si c'est inférieur, sinon, je fais ça. C'est déjà de l'IA. Donc, voilà. Là, déjà, cette notion-là, c'est plus un champ d'application, c'est plus une discipline finalement, l'IA, comme un peu la physique. Après, on a ces notions de machine learning et deep learning, où là, on est déjà un peu plus dans des techniques. On va entraîner à partir de données, et à partir de ces données, on va en déduire certains comportements, certains liens entre ces données, et le code va permettre de reproduire cet ensemble. Et c'est là où on va en arriver justement au deep learning et au réseau de neurones. C'est là où on s'est basé carrément sur le cerveau et on va se dire, OK, on veut reproduire le mécanisme du cerveau et que de lui-même, un peu comme un enfant qui tombe, qui se relève, il tombe une deuxième fois, il se relève et au bout d'un moment, le cerveau en lui-même se débrouille pour comprendre que quand il y a un obstacle, on saute au-dessus. Et là, on va vraiment avoir ces réseaux de neurones qui vont fonctionner et permettre tout seul, en quelque sorte, de générer des nouvelles informations. Et ça peut être des images, ça peut être ces choses-là, mais ça peut être aussi autre chose qui n'est pas générative, comme produire du texte ou produire une image. Ça peut être donner un score, qui finalement c'est une classification, une estimation par rapport à ça, mais c'est pas de la génération d'un nouveau contenu. Et c'est ces choses-là. Ok. C'est plus une méthode d'analyse finalement, quoi. C'est ça peut être utilisé pour l'ensemble. Et du coup, moi, je voulais rajouter que la grosse révolution qui est venue récemment dans le domaine de l'IA, c'est les réseaux Transformers en 2017, et notamment Google. C'est Google en fait qui a créé cette technologie. Et depuis 2017, il y a eu une vraie révolution parce qu'avant, les réseaux de neurones n'étaient pas aussi efficaces. Et avec la technologie Transformers, là, on voit qu'il y a une réelle avancée en fait depuis ce moment-là. Ok, c'est quoi ces réseaux Transformers? En fait, alors, je connais pas exactement les détails. Peut-être que JK, peut-être c'est mieux que moi. Mais euh, en gros, il y a l'IA qui englobe tous les domaines que JK il a parlé. Ensuite, il y a le machine learning. Ensuite, il y a le deep learning qui spécialise encore plus. Et ensuite, dans le deep learning, après, il y a encore les réseaux transformers. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est une spécialisation de plus en plus forte qui permet en fait aux IA d'être de plus en plus efficaces en traitant la data, les données, et aussi au niveau des systèmes de récompense. Et les réseaux transformers, en fait, sont venus avec le système des tokens dans l'intelligence artificielle. Et du coup, en fait, quand les LLM fonctionnent sur des transformers, ce qu'ils vont essayer de faire, les LLM, c'est d'essayer de faire la prédiction du prochain token. Et donc, la prédiction du prochain token, c'est quoi? Ça peut être en fait des phrases. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle va essayer de faire la prédiction de mots, comme ça, Yes. indéfiniment. Ok. Donc, on sait que GPT-4 a une fenêtre de 8K tokens.
Donc, on peut lui donner en sorte de mémoire, si on peut appeler ça comme ça, 8K tokens de mémoire. C'est la fenêtre de contexte qu'on va lui donner. Yes. Et justement, on parle de ChatGPT, le mot est lâché. J'ai l'impression que c'est un outil qui est très impressionnant sur certains aspects, mais qui parfois peut aussi être mal compris. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire aujourd'hui, il y a ChatGPT et peut-être éventuellement après on posera la question pour le futur. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT de manière pertinente et à contrario, sur quoi est-ce qu'il faut être encore un peu prudent? Alors, de manière pertinente, moi, je dirais que pour faire du code, c'est déjà pas mal. Peut-être pas pour faire tout un système complexe au niveau du code, mais déjà pour avoir une sorte d'assistant qui va nous aider à coder. Là, c'est très efficace. Par contre, pour chercher des informations pertinentes, là, il vaut mieux revérifier après, parce que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait fiable, et aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le domaine de l'IA, et surtout les IA comme les IA comme ChatGPT, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination. Donc, elle va en fait commencer à dire des choses qui sont un petit peu, on va dire, folkloriques, qui n'ont rien à voir avec le sujet de base. Et donc, du coup, c'est vrai que sur ça, il faut toujours revérifier l'information. Si maintenant on lui pose une question, je ne sais pas, sur Alan Turing, par exemple, voilà, des sujets bien spécifiques dans l'histoire, il vaut mieux revérifier l'information quand même. Ah, ça fait la une Tout à dernièrement, fait. là, il y avait quelque chose qui était passé, un avocat du barreau américain qui s'était basé sur des choses qui n'existaient pas. C'était assez drôle. Oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, il a un procès qui est en cours parce qu'il a utilisé des cas fictifs qui avaient été inventés par l'IA. Ouais. Il pensait que malheureusement que l'IA lui donnait des vrais cas, tu vois, qu'elle faisait le travail d'un recherchiste et il se retrouve en procès aujourd'hui, le pauvre. Mais du coup, ouais, faut se méfier. Mais moi, je t'avoue, Jérémy, hier, j'ai fait un petit cours React.js Yes. pour du coup la semaine prochaine. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà mis le contexte. Tu es un formateur en développement web. Ok, le contexte est assez important sur ChatGPT. Ensuite, j'ai dit, génère-moi un plan de formation sur React. Et pour certaines petites choses, comme des choses techniques, comme les use state, etc., je lui ai dit, explique-moi comme si j'avais 12 ans. Et c'est assez super. Hein. Je t'avoue que j'ai fait 40 slides en 3h30. Et Ok. vraiment des slides au top. Mais on est d'accord que tu les contrôles après les slides. C'est pas tu Bien laisses pas sûr. ChatGPT Oui, je en relis en quand mode, même. vas-y, fais mes slides. 40 slides avec la je vais prendre un relecture. café. Donc, Mais c'est parce c'est que ça te nice. parle. C'est parce que ce domaine, tu le maîtrises et que justement, tu le prends comme un outil. Et c'est vraiment ça, ce côté. Alors voilà, avant, docteur parlait de ce mécanisme d'hallucination. Il y en a qui testent, c'est assez marrant, et vous pouvez tous tester. En combien de temps vous allez réussir à faire dire le contraire à ChatGPT? Un prompt, deux prompts, trois prompts. Et en faisant ça, on peut dire, OK, au début, je pars d'une info réelle, je la connais, et en combien de temps je vais réussir à lui faire dire le contraire? Pourquoi? Parce que, donc, si tu me dis ça et qu'on considère ça, alors, d'accord avec moi, et en fait, on affirme certaines choses. Donc, lui, il comprend cette affirmation, il dit, oui, très bien, il y a une affirmation, je vais dans ce sens, et en fait, on arrive à lui faire dire des dingueries Et tu peux le troller un peu. Hein. assez facilement en quelques itérations. Donc c'est assez marrant. Donc faut maîtriser le sujet parce que sinon, si on va pour de la recherche et qu'on n'a aucune info là-dessus, on peut pas faire confiance uniquement à ça. C'est comme dire en fait, je fais confiance à l'époque, on faisait confiance à Wikipédia, sauf que tout le monde peut aller écrire sur Wikipédia. Donc certes, il y a c'est des bonnes ressources. Et d'ailleurs, ChatGPT et de nombreux modèles ont été entraînés notamment sur Wikipédia et sur un autre où j'ai oublié là, ça me vient pas, mais ça me reviendra. Mais c'est des énormes corpus finalement de données qui vont permettre, oui, la majorité des contenus sera présent. Maintenant, certaines spécificités, on verra des choses absolument magiques. Je crois qu'il y a 4chan dans les données d'entrée de ChatGPT. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est en fait partie. Ah, c'est possible. Mais je voulais rajouter que, par contre, d'ici, je pense, quelques mois, le phénomène d'hallucination va être drastiquement réduit parce que OpenAI, donc la compagnie mère qui a créé ChatGPT, vient de sortir un papier, là, il y a une semaine, il me semble,
qui explique qu'ils ont réussi à résoudre le problème des hallucinations dans les LLM. C'est ouf, Et ça. donc du coup, je pense que dans les prochains mois, si c'est implémenté dans les prochaines versions voilà, de mise à jour et tout ça de ChatGPT, je pense que le phénomène d'hallucination va drastiquement baisser. Ouais. Comme Wikipédia au début, c'était pas très fiable. Maintenant, ça commence avec les systèmes de vérification du contenu qui a été mis en ligne. Ça commence à être plus fiable. Maintenant, quand même, on peut quand même se fier un peu plus à Wikipédia. Ben, je pense que là, dans les prochains mois, ça sera le même phénomène qui va être appliqué au domaine des LLM. Ok, trop bien, trop bien. C'est ça, c'est toujours cette Euh, notion de data, finalement. C'est cette vérification de la donnée. Et en fait, on s'assure qu'en input, on est sûr de la source. Lorsqu'on parle là, on parle de large modèle, LLM, il y a cette notion de large. C'est toujours cette notion de big data. On a des données qui viennent de partout. Et en fait, à chaque fois, on est obligé de s'assurer de la consistance des données. Et parce qu'on a des tonnes de variétés. Et si on peut pas les vérifier, on n'aura jamais rien. Et avant, je sais plus si c'est Ben, tu parlais du contexte qui est important. Et en fait, c'est vraiment ça l'avancée avec les Transformers. On n'a pas, voilà, les réseaux de neurones finalement avant c'était juste on a une couche, on lui donne une phrase en entrée et il la découpe et en fait il a un vecteur de mots. C'était les fameux tokens qui étaient dont on a parlé. Et en fait, une phrase, le texte, c'est un vecteur. Et à partir de ça, en effet, on peut allonger ce vecteur. En fait, on a une liste un peu plus longue. C'est le prochain mot qui est déduit. Là, avec les transformers, en fait, la phrase, elle est plus uniquement mise en tant que vecteur, mais c'est également un contexte. Donc, en fait, c'est comme si on avait une liste, mais à chaque élément de la liste, c'est plus juste un mot, c'est un mot, le mot précédent, le mot suivant. Et en fait, on a ça pour chaque itération. En fait, notre liste, elle devient vraiment une liste de contextes. Et finalement, quand on va vouloir déduire la suite, eh ben, on peut prendre à chaque fois chaque élément. Et c'est vraiment ces différentes choses qui ont permis l'avancée de ChatGPT ou on va le citer quand même Bard de Google parce que finalement Google on n'en parle pas beaucoup mais ils ont été finalement au début de toutes ces avancées lorsqu'on parle de l'histoire des Transformers, des LLM et tout ça, c'était eux aussi. Il y a aussi la notion parfois d'encodeur, décodeur. C'est ce qui est à la base aussi derrière, sous le capot, c'est des modèles de ce type. Et en fait, bon, c'est des gros mots comme ça, on peut en sortir plein. Mais tout ça, c'est basé sur le mécanisme d'attention. En fait, le contexte, c'est quoi? C'est on sait à quel mot on doit faire référence. Sur quel mot faut se focus pour avoir le vrai contexte. Quand je dis je mange une pomme verte, eh ben l'ordre de ma phrase en français et en anglais c'est pas le même. Ok, si je dois traduire, oui, il va pouvoir le faire. Mais comment il va savoir c'est quoi le mot le plus important de ma phrase? Est-ce que c'est manger? Est-ce que c'est je? Et ensuite apple, green apple et pomme verte, c'est pas dans le bon sens. Donc au moins il va pouvoir replacer au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a ces mécanismes d'attention qui sont à la base de tout. Yes, complètement. Pour synthétiser là un peu ce qu'on s'est dit, moi ce que j'ai un peu, ma manière de retenir un peu le truc, c'est de se dire que les IA, finalement, elles sont très bonnes, enfin, notamment évidemment, je parle des ChatGPT et équivalents, elles sont très bonnes pour donner un texte qui est vraisemblable. Mais pas forcément vrai. Elles sont optimisées pour le vraisemblable, mais pas pour le vrai. Donc elles vont te faire un mot suivant qui est probable, mais pas certain, et peut-être pas optimal. Et notamment, c'est pas des outils qui permettent de régler des problèmes ultra complexes. Enfin, on n'est pas sur de l'IA tel que fantasmé dans la science-fiction, où en fait elle est capable de résoudre des problèmes incroyables et bam, elle transforme la Terre entière en usine comment on appelle ça, paperclip, à trombone, parce qu'on lui a demandé de faire le maximum de trombone. On n'en est pas encore là. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir ça. Bon, Daniel, Virgile et Ben, qu'est-ce que vous pensez des intersections que ça peut avoir avec les techno-blockchain tout ça?
Mm. C'est avant d'arriver à l'intersection avec la blockchain, par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse limite aux IA à l'heure actuelle, c'est que c'est un raisonnement par déduction. C'est-à-dire que telle information permet d'aboutir à telle conclusion, mais j'ai l'impression que les IA sont confrontées à une grosse limite où elle n'est pas encore capable de faire un raisonnement inductif. C'est-à-dire qu'à partir d'observations particulières, elle va élaborer un concept de portée générale qui va permettre d'aboutir à la conclusion qu'on recherche. Et donc, je me demandais finalement, l'IA reste dépendante des données qu'elle a enregistrées. Et je voulais poser la question. J'attendais cette émission pour poser la question à des spécialistes pour savoir où ça en était. Si, Moi, je peux répondre. Ouais. Alors, en fait, tu as raison, mais donc c'est vrai que les LLM actuellement ou les IA, elles ont certaines limites, mais il y a quand même ce qu'on appelle des capacités émergentes de ces réseaux de neurones. Par exemple, il y a un papier scientifique qui s'appelle Sparks of AGI, ça veut dire étincelle d'intelligence générale artificielle en français. Et ce papier qui a été fait par des chercheurs de Microsoft et qui ont travaillé à l'université de Stanford, ils ont expliqué que dans GPT-4, donc une version non publique, c'est-à-dire que la version qu'on a actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est bridée. Elle n'a pas toutes les capacités que Microsoft avait déjà il y a un an, en fait, parce qu'eux, ils l'ont testé avant la sortie. Et donc, du coup, dans ce papier, ils ont expliqué que les LLM semblent avoir des capacités émergentes. Et ces capacités émergentes montrent une forme de réflexion, donc une vraie intelligence. Mais alors, une intelligence, par contre, qui n'est pas du tout comparable à celle des humains, mais une autre forme d'intelligence. Et dans ce papier-là, ils essayent de demander à la communauté scientifique d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se passe avec ces LLM. Pourquoi? À partir d'un certain nombre de paramètres, ils se sont rendus compte qu'à partir d'1 milliard de paramètres, parce que GPT-4, il y a des théories comme quoi il serait autour des 1 milliard de paramètres, mais on n'en est pas tout à fait sûr encore parce qu'il n'y a pas eu de communication de la part d'OpenAI sur le nombre de paramètres. Mais d'après les scientifiques du papier, on pense qu'il est aux alentours de 1 milliard de paramètres. Et donc, à partir d'un certain nombre de paramètres, il y a ce qu'on appelle des capacités émergentes. Alors, bien sûr, pas du tout, hein, c'est pas encore du tout encore au niveau des humains. Ils n'ont pas encore une réflexion aussi poussée que le cerveau humain, mais on voit qu'il y a un tout petit début. C'est peut-être encore vachement embryonnaire, mais d'un début d'intelligence qui émerge suite à ces réseaux de neurones. Et c'est vachement intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, parce que effectivement, nous, les IA qu'on a au grand public, on voit pas ça. Mais potentiellement, la prochaine version de GPT-4, donc GPT 4.5 ou GPT, ou GPT-5 carrément, ben, on pourrait avoir un vrai début d'intelligence générale, dans le sens où, avec ce qu'on appelle les réseaux multimodales, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui serait capable de gérer le texte, la vidéo, les images et l'audio. Et donc, ça lui permettrait potentiellement de mieux comprendre son environnement. Et donc, ça, c'est quand même assez fou, en fait. Ouais, c'est assez ouf. super effectivement. intéressant. Merci beaucoup. Et on avait une question d'Hélène qui disait: la blockchain ne serait-elle pas une solution pour lutter contre les travers de l'IA comme l'usurpation d'identité? Alors justement, ça c'est une idée de projet qui serait super intéressante à mettre en place parce que dans un monde où absolument n'importe qui peut créer absolument n'importe quel contenu, on aura forcément besoin d'une solution pour pouvoir authentifier qui est l'auteur et prouver que c'est authentique tout simplement. Et la blockchain peut être une solution vraiment intéressante, notamment via son système de signature. Mais pour l'instant, on n'a pas de. Enfin, en tout cas, j'ai beau explorer comme je peux ce sujet-là, je n'ai pas encore vu de projet intéressant à l'horizon concernant cette thématique. Alors, Yes. concernant cette thématique spécifiquement, non. Mais par exemple, il y a un projet qui s'appelle SingularityNet. C'est une blockchain qui a été fondée d'ailleurs par Ben Goertzel, qui est le papa du robot Sophia, qu'on avait vu il y a plusieurs années. C'était l'âge de pierre encore de l'IA, il y a encore 5-6 ans, parce que ça évolue vite l'IA. Et donc, du coup, il a créé une blockchain qui s'appelle SingularityNet, où il propose un écosystème pour en fait permettre aux développeurs de
de développer des systèmes d'intelligence artificielle sur la blockchain. Et donc, ça permet en fait par exemple, de donner des infrastructures, de donner des données, de la data. Et donc, du coup, ça permet en fait de certifier sur la blockchain en fait d'où viennent ces données. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et pour l'instant, le projet, il avance. J'ai pas vu encore beaucoup de choses, mais j'ai vu que là, ils étaient en train d'essayer pour objectif de développer une intelligence générale artificielle. En tout cas, c'est leur objectif dans les 5 ans. J'ai vu le Ben Goertzel, le créateur de cette crypto-monnaie, a dit là, il y a quelques semaines que c'était leur objectif, de le faire en tout cas sur leur blockchain. Ouais. Ah, c'est Il y a difficile. pareil, il y a Fetch AI qui est un peu comme Singularity. C'est ça, c'est ce principe de finalement marketplace pour des tools, des outils d'IA. Après, à mon sens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Singularity, mais Fetch AI est un peu déjà plus évolué dans le sens où ils ont déjà des partenariats, de la prédiction sur des places de parking, des choses comme ça, avec ces doubles notions, blockchain et IA. Mais actuellement, ce sera vraiment ça, hein. Ce sera en entrée ou en sortie. La blockchain aura cette vraie valeur finalement de certification, de vérification, de validation en entrée ou en sortie. Moi, un des premiers projets blockchain sur lesquels j'ai travaillé, c'était finalement c'était un projet pur IA, pur data science. On a des documents, on a besoin de récupérer les infos, donc on reçoit plein de documents, manuscrits ou autres, ça peut être j'ai rempli un formulaire, ça peut être une prescription, tout ça. On a besoin de récupérer ces infos. Ces informations, si c'est un formulaire d'identité, avec ma carte d'identité, avec mon nom, avec plein d'informations comme ça, je vais, avec l'IA, pouvoir détecter quelles sont les informations et les stocker. Très bien. J'ai mes papiers, j'ai ça. Maintenant, une fois que c'est validé, j'ai réussi à automatiser l'ensemble grâce à des modèles de data science, d'intelligence artificielle. J'ai pas envie de refaire ça à chaque fois que la même personne elle arrive. Donc là, le but c'était en fait de finalement mettre à la fin un processus de certification des informations. Ça utilisait des Merkle Tree et l'idée c'était vraiment de stocker le hash de la donnée. Comme ça ensuite on avait juste la validation. Ok, oui, c'est le même document parce qu'il y a ça, différentes informations. Alors après tout le travail c'est réussir à choisir ce qu'on va stocker, ce qu'on va travailler l'ensemble. Il y a des vrais enjeux même législatifs autour des données personnelles et ce qu'on peut stocker sur une blockchain finalement c'est public. Et il y a des notions de droit à l'oubli. Donc toutes ces notions-là, c'est un peu compliqué, c'est pas si simple, et je suis pas juriste. Il y a des personnes qui en parleront bien mieux que moi, mais c'était un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, et finalement c'était en sortie, où là, la blockchain arrivait et apportait une vraie valeur ajoutée, là où finalement des acteurs centralisés auraient fait le job soit de manière beaucoup plus coûteuse, soit on est obligé de leur faire confiance. Yes, top. Daniel, qu'est-ce que tu vois comme perspective à tout ça, toi? Moi, j'adore. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Tout ce qui est IA, deep learning et compagnie, parce que bon, on est un peu tous les fruits de nos expériences. Donc, au final, une intelligence artificielle, c'est pas plus grand chose que de bouffer de la donnée et ressortir une conclusion, une phrase, un texte, une image, peu importe. À titre personnel, j'utilise de temps en temps Midjourney pour pouvoir illustrer mes posts. J'arrive plus à poster sur Twitter ou sur LinkedIn sans avoir maintenant une belle illustration thématique. Je suis devenu artiste, j'adore ça. Moi j'aime bien. Alors, je suis un peu triste d'apprendre. Je suis désolé, Docteur Futuro. Ça m'attriste que tu me dises qu'on va arrêter de faire halluciner les IA parce que c'est ce que je trouvais le plus drôle en fait. C'est vraiment ce que j'adorais dans Il y a une un IA. côté poétique, hein, il y avait un côté super Moi, poétique. j'adorais quand elle hallucinait en fait. Parce que en fait, vous savez, je pense que le cerveau humain est une machine biologique admirable, mais qui effectivement ne nous surprend, et ça Jérémy le sait très bien, ne nous surprend quand on sort des choses improbables. Et justement, le fait que ChatGPT soit extrêmement prévisible en disant il va pondre un texte qui justement doit paraître normal et pas halluciné, rend l'animal extrêmement ennuyeux. Donc pour le coup, j'aurais été content en fait d'avoir cette hallucination en fait des IA. J'aurais trouvé vraiment agréable que ça se conserve, ou en tout cas qu'on puisse paramétrer halluciner ou pas halluciner. En fait, on pourra paramétrer. Oui. D'accord. On pourra paramétrer. Google, ils ont ça dans leur outil, leur suite d'outils. Ça s'appelle C'est génial. la température.
Et cette notion de température, justement, eh ben, plus c'est froid, plus on reste focus un peu les meilleurs résultats. Et plus c'est chaud, et ben en fait, c'est parti. Ouais, c'est chaud. Voilà. Bah voilà, écoute, c'est c'est la- ça. Bah, C'est moi, la je suis né à quantité de Madrid. SD que tu files à ton IA, quoi, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tu vois, c'est moi, je suis né à Madrid, on est en été, donc grande température, et comme ça, on s'amuse. Donc, vraiment, c'est l'idéal. Donc, ouais, je suis vraiment content. Alors, je voudrais faire pour faire ce petit parallèle avec la blockchain très rapidement. J'étais hier à Vivatech, j'y retourne cet après-midi. Je vais filer d'ailleurs. On a Clément qui est au stand de Vivatech. On va lui donner la parole tout à l'heure parce qu'il a réussi à se connecter. Donc, il va nous donner des nouvelles fraîches de comment ça se passe là-bas. On en parle beaucoup de l'IA à Vivatech. C'est vraiment le grand sujet qui est abordé en permanence. Et moi, j'aime bien ce côté parce que la blockchain, en fait, c'est un espèce de carcan pour l'IA. J'ai l'assentiment que c'est un carcan pour l'IA. Moi, j'ai commencé à beaucoup réfléchir à l'IA quand j'ai découvert le projet Massalab. Parce qu'en fait, dans le projet Massalab, qui est un système de blockchain avec plateforme, avec des smart contracts, si le smart contract est chargé, on peut faire en sorte qu'il réagisse tous les X blocs, c'est-à-dire qu'il peut être vivant. C'est-à-dire que tous les X blocs, il fait une action. Il est vivant, cet animal. Donc en fait, si c'est un smart contract qui fait de la DeFi, il peut s'auto-alimenter, parce qu'en fait, il peut prendre des bénéfices de son service de DeFi et vivre. Et si en fait, il peut réécrire du code, donc un smart contract peut redéployer un autre smart contract sur lequel il hériterait, ce bestiau peut être vivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est un smart contract qui serait vivant, intelligent, évolutible, sur un réseau qu'on ne pourrait pas arrêter. Bon, je pose ça sur la table, après vous vous démerdez, mais voilà ce que ça pourrait créer en fait. Donc pour moi, Merci en pour fait, le scénario. voilà, alors, ça peut être bien, hein, mais en fait, quand on arriverait à ce genre de choses, on peut avoir la création d'existence de choses vivantes, au sens binaire et numérique du terme, avec qui l'on peut interagir et qui se créerait peut-être un autre pamphlet de l'humanité avec des énormes guillemets. Je vais laisser la parole à Clément pour qu'il prenne la parole là-dessus, mais je voudrais aussi saluer Radio Tchad, parce qu'en fait, c'est une émission sur Twitter, un space tweet, enfin c'est un compte Twitter, mais qui fait des space Twitter de temps en temps. Et justement, figurez-vous que hier, le sujet, c'était l'IA et blockchain, donc beaucoup de gens en parlaient. Donc dans la communauté, effectivement, très technophile de la blockchain, c'est un sujet qui nous passionne énormément et il serait dommage de penser le contraire. Clément, est-ce que tu nous entends, envoyé spécial de guerre à Vivatech? Très bien, très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Bah ça va bien, on t'entend Nickel. parfaitement, on entend un peu de foule. Merci pour les figurants qui font semblant de savoir croire qu'il y a du monde. Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui à Vivatech? Un petit peu, moins que hier. Il y a quand même un petit peu de monde. D'accord, c'est formidable. Et comment est l'ambiance pour le coup? Quel est le genre de public qu'il y a? Quel est le genre de discussion que vous avez? Parce que, rappelons, Vivatech, c'est principalement dédié aux nouvelles technologies, principalement à l'IA. J'ai vu très peu d'acteurs de la blockchain et du Web3. De mémoire, tu me diras si je me trompe, Clément, il y avait iExec, c'est bien ça? Alors, on a des problèmes de connexion avec Vivatech, comme dans tout bon envoyé spécial, on a des difficultés de connexion. Toujours pareil. On ne comprend pas très bien, Clément, vas-y. Clément, on t'entend pas. Tu peux rapprocher ton micro? On t'entend pas. Est-ce que la connexion est revenue? Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Incroyable. Ah d'accord, ok. Donc oui, je disais en boîte Web3, effectivement, très peu d'entreprises représentent le Web3 sur Vivatech. Je crois qu'on est 5. Donc il y a Ariani, il y a Mirror, il y a Ternois, iExec et nous-mêmes, donc dans le cas Liara. Donc voilà. Heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est là. Et d'ailleurs, il y a quand même quelques personnes qui nous connaissent, donc c'est cool. Donc on a des curieux qui ne connaissent pas du tout la blockchain, qui viennent à notre rencontre, qui justement veulent savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on propose, et qui sont étonnés justement qu'il y ait de la formation sur cette thématique-là. Et puis après, voilà, on a des personnes qui sont déjà un peu renseignées sur le sujet et tout, donc qui veulent se renseigner pour se former, pourquoi pas, dans le futur. Voilà. On a des profils assez différents, donc ça change des salons Web3. Donc voilà, c'est sympa, c'est une autre ambiance, c'est un autre type de personnes, c'est des autres types de personnes. Donc, voilà. D'accord, écoute, je te remercie beaucoup. Alors, on salue iExec, hein, qui est une entreprise française qu'on aime beaucoup. Donc, un gros bisou à Gilles, à Nelly aussi, à Francis, bien entendu. Francis, je vais le dire en direct, comme ça, c'est enregistré. On m'a promis une casquette iExec au ATHCC. Voilà, c'est enregistré.
Voilà, voyons si Francis, tu tiens ta promesse. Parallèlement à ça, effectivement, on est aussi tombé sur Terre-Noah, donc on salue Clément Teki et aussi un ancien que je ne citerai pas, mais qui poste maintenant chez Terre-Noah, un ancien d'Alira. Effectivement, les autres projets, on ne les connaissait pas bien. Alors, on a très peu d'organismes de formation qui étaient présents. Alira était le seul organisme de formation lié à la blockchain qui était présent. Il y a Elon Musk, il y a Macron. Bon, ils ne se sont pas encore inscrits, mais on attendra qu'ils le fassent un jour. Donc, en tout cas, voilà, merci infiniment, Clément. Est-ce que tu as un petit mot sur la fin? Quel est ton sentiment? Est-ce que ça parle beaucoup d'IA? Parce que c'est vrai que c'est le sujet de l'émission. Et en fait, moi, j'ai vu beaucoup de ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec quelques entreprises qui travaillent là-dessus, et quel était pour toi le niveau de sérieux, le niveau de maturité de la réflexion de ces gens-là? Malheureusement, je n'ai pas pu échanger avec beaucoup de boîtes sur l'IA. Même sur le stand, on n'a pas échangé beaucoup par rapport à l'IA. Par contre, j'en ai vu. J'ai vu des stands ce matin. J'ai fait un petit tour avec Gaëtan, du coup, qui est sur le salon aujourd'hui. On salue, d'ailleurs, on fait des gros bisous. Sur la finance décentralisée et consultant blockchain. Donc, on a fait un petit tour et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes. L'IA est très représentée. Après, on n'a pas pu trop échanger. On n'a pas eu le temps d'échanger sur le sujet. Mais voilà, ça pourrait être intéressant dans le futur d'échanger un peu plus sur cette thématique. Mais pour le moment, on se concentre, on va dire, sur le stand et sur la partie blockchain. D'accord. Bon, en tout cas, le fleuron des acteurs du Web3 français se sont réunis à Vivatech. On n'était pas très nombreux, en tout cas, on était là, on a passé un bon moment. J'ai hâte de les retrouver cet après-midi. Jérémy, pour le coup, est-ce que tu as envie de poser une petite question au niveau du stand? Comment ça se passe? Écoute, j'ai l'impression que tout se passe très bien et très très content de voir qu'on est là pour représenter le Web3 et la blockchain à Vivatech, donc hyper cool. Courage à vous. Je peux vous faire un petit. Je ne sais pas si vous avez vu le stand. Ah, il est beau, magnifique. Alors, on voit Maxime. Alors, on est la seule boîte à proposer du merch sur ça. C'est bien. Ok, trop bien. Merci beaucoup Clément en tout cas pour ce reportage envoyé spécial à Vivatech. Merci, avec plaisir. Hyper cool. On va continuer comme ça. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde demain et après-demain. Yes. Comme c'est ouvert aux particuliers, etc. Donc, voilà, ça va être sympa. Trop bien. Et merci à toi. Si vous avez d'autres questions. On est bon. Non, vous n'avez pas d'autres questions, c'est bon? Tout est bon pour moi. À très bientôt. Ok, parfait. Écoutez, bonne fin de journée à vous. Et puis, à bientôt. Merci Clément. Ciao Clément. Merci Clément. Moi, du coup, j'ai envie de me retourner un peu vers le chat. Comment est-ce que vous voyez les personnes qui suivaient ce live un peu? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'IA? Qu'est-ce que vous avez comme question? Qu'est-ce que vous avez comme projection? Qu'est-ce que vous attendez de cette technologie? À quoi va ressembler le futur mené par l'IA? C'est toujours très dur de prévoir une technologie qui évolue aussi vite. Mais c'est quoi un peu vos intuitions? Le chat ou les personnes qui sont là d'ailleurs. Hein. Ben, est-ce que tu aurais un avis sur la question éventuellement? Je lisais plutôt les questions d'avant, il y en avait certaines. Et la question pour moi, c'est plutôt comment tout un chacun pourra tirer le meilleur parti de l'IA, l'utiliser, créer de la valeur. Ça passe sans doute par de la formation, éducation, privacy, l'IA bientôt enseignée au collège. Je pense que ça serait pertinent de commencer à enseigner l'IA limite à la fin de l'école primaire, quoi, ou au début du collège. Mais non, mais clairement, quoi, parce que le problème, c'est que D'ailleurs, si leur prof pourrait être de l'IA, ça arrangerait tout le monde. Si on a d'autres super puissances qui commencent à enseigner l'IA dès la primaire ou début collège, puis que nous, on reste 100 ans en arrière, on va s'en mordre les doigts. Déjà qu'on n'est pas en avance d'un point de vue technologique, surtout au niveau de l'IA, je parle de la France et de l'Europe, hein, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, on est à la masse. Hein. Je pense que Boris, Docteur Futuro, pourra confirmer qu'il faut un peu qu'on se bouge. Hein. Il est temps. Effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai que là, moi, c'est surtout les États-Unis qui ont le lead dans le domaine de l'IA pour l'instant. On va dire que la Chine, elle est plutôt un copycat de ce que fait les États-Unis. Mais effectivement, en France, on met pas du tout les budgets. Quand on voit là, c'était il y a 5 ans, il y avait Macron qui a dit on va donner 1 milliard
d'euros pour l'intelligence artificielle. En C'est fait, rien. il a donné 1 milliard, mais du coup, c'est 1 milliard réparti sur l'ensemble de toutes les startups françaises qui font de l'IA. Mais c'est pas Et t'as assez. le budget d'Amazon, je crois que c'est combien? C'est 32 milliards juste pour l'IA, enfin si je dis pas de Voilà, c'est bêtises. ça. Et même tu regardes OpenAI pour développer ChatGPT et GPT-4, ils ont eu d'abord, au départ, avec Elon Musk, ils ont reçu 1 milliard, pas loin d'1 milliard avec tous les investisseurs et tout, au board et tout ça. Et maintenant, là, il y a encore Microsoft qui ont rajouté encore 10 milliards. Donc en tout, il y a, Ouais. voire, il y a 11 milliards pour juste ChatGPT. Et nous, en Et on France, se on voit vient plus avec 1 que milliard. tout ce que la France donne à tout plein de boîtes différentes dans l'IA, quoi, en gros. Pour une seule boîte. Pour une seule boîte, il y en a 11 fois plus. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que C'est- ouais. en France, les budgets sont pas assez gros. Et moi, ça me fait rire parce que là, j'ai oublié le nom de cette boîte, mais c'était genre il y a quelques jours, ils ont réussi à lever. Alors là, c'est aussi le comble de l'histoire. Ils ont réussi à lever. Faudrait que je retrouve le nom si quelqu'un le sait. 109 millions d'euros. Mhm. Et le souci, c'est qu'en fait, et là, on prouve encore une fois qu'on est des idiots en France. C'est que les 109 millions ont été investis par des venture capitalistes américains. En plus, c'est ça le pire. C'est qu'au départ, ils ont créé ce projet pour concurrencer les États-Unis. Et au final, c'est les États-Unis qui ont investi en France parce qu'en France, personne n'a voulu investir dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont venus juste avec le concept de l'idée. Et quand en France, tu veux créer une startup, juste avec un concept, une idée, eh ben, tu n'as pas les mêmes investissements aux États-Unis. En fait, tu peux déjà créer quelque chose juste avec le concept et une idée. En France, tu es obligé de venir avec voilà, une preuve de concept déjà super poussée et tout. Et ensuite, là, les investisseurs ils vont dire ah, là, ok, on va investir dedans. Mais voilà, donc du coup, c'est un peu ridicule ce qui se passe là, effectivement. Ouais, on a une question intéressante. On a parlé des assistants, mais dans le monde pro, on en est où? C'est utilisé? Est-ce que l'IA est vraiment utilisée dans le monde professionnel, dans des grosses boîtes, je sais pas, Ouais, JK, Ça dépend ce qu'on Docteur appelle, ça Futuro? dépend ce qu'on appelle l'IA en fait. Parce que finalement, une recherche Google, ça utilise l'IA. Donc, c'est toujours ça. L'IA générative à un haut degré, pas encore. Et je voyais beaucoup de personnes maintenant se sont formées, ont expérimenté et demandaient en fait, ce serait quoi le salaire? Est-ce qu'il y a des boîtes qui recrutent un freelance qui maîtrise parfaitement les outils d'IA? Actuellement, non. Et je pense que ce sera pas le cas. Il y aura personne qui dira je recherche un générative spécialiste juste comme ça. Ce sera plus caché. En fait, ceux qui l'utiliseront, oui, ce sera quelqu'un qui est designer, quelqu'un qui fait du graphisme, quelqu'un un développeur. Mais en fait, en tant que tel, les outils ne sont pas mis en avant OK, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va utiliser ChatGPT ou tout le monde va utiliser ça et tout, comme ça peut être le cas avec, j'en sais rien, on parle beaucoup en entreprise de méthodes agiles, etc. Et où là, on a dit maintenant on travaille en agile. Personne ne dira maintenant on travaille en IA générative ou avec. Mais ceux qui veulent être performants et compétitifs le feront. Ça sert à rien d'être une agence marketing ou de design ou du UX si en fait on n'est pas à même d'utiliser aussi ces outils parce que on va être à la ramasse. Tout à l'heure, il y avait la question de est-ce qu'il y a des modèles qui vont un peu dépérir comme ça peut être le cas parfois du cerveau humain. En fait, c'est pareil pour les métiers. Il y a des métiers, s'ils se mettent pas à jour au fait des nouvelles avancées, des nouvelles technologies, c'est débile. Qui aujourd'hui refait un site internet en n'utilisant aucun framework? Qui refait construit une voiture en utilisant ah bah non mais nous on va réinventer la roue et tout. Non, personne. Donc c'est vraiment ça l'avancée de demain. On le saura pas que ce sera utilisé. Personne ne mettra en avant, mais ça le sera. Après aujourd'hui c'est plus des expérimentations un peu individuelles. Certaines personnes qui disent ah j'ai testé ça, regardez ça marche, c'est sympa mais c'est pas encore assez répandu dans les entreprises, je pense. Mm, En tout cas, ouais, pas en production. je suis ouais, assez d'accord avec Jérémy. Là, pour l'instant, de ce que je vois sur l'utilisation de l'IA concrètement, c'est surtout à l'échelle individuelle. Comment dire, ouais, si on peut citer un exemple concret qui vient de la blockchain, on peut citer Mark Zeller qu'on salue bien évidemment, qui
qui bosse à Avechan Initiative et qui utilise ChatGPT tous les jours pour pouvoir créer ses propositions de gouvernance. En gros, il a entraîné ChatGPT et désormais il connaît, en tout cas, l'IA connaît le GitHub de Marc, il connaît toute la documentation d'AV. Donc, elle est capable d'accélérer certains procédés, notamment sur la rédaction des propositions de gouvernance d'AV. Et c'est aussi pour ça que l'Avechan Initiative est aussi productive ces derniers temps. C'est parce que la rédaction de propositions qui est censée durer plusieurs heures, voire une journée, eh bien, le temps peut être divisé facilement par 5. Ouais, c'est Donc, ça. En fait, il y aura peut-être pas, peut-être que le métier prompt engineer sera pas le métier de demain, mais en fait, exactement comme Word ou comme Excel, peut-être qu'en fait, ce que tu disais, Jérémy, tout le monde l'utilisera demain, et les personnes qui l'utilisent pas, elles seront juste totalement dépassées, comme des gens qui n'utilisent pas aujourd'hui l'informatique, Internet ou autre, quoi. Personnellement, j'ai aucune crainte envers l'IA, mais je peux être effrayé par celui qui maîtrise l'IA mieux que moi. C'est un bon résumé de la situation. Moi, j'ai l'impression aussi que le futur vers lequel on va, aujourd'hui, la porte d'accès dans le web, enfin du web et de l'information en général, en gros, c'est Google. Alors, je sais bien que Reddit essaie de devenir une plateforme d'accès aussi, une porte d'entrée du web, soi-disant, mais en vrai, la vraie porte d'entrée, c'est Google. Quand on cherche une info, on la tape dans Google et ensuite, on commence à bosser. J'ai l'impression que l'ambition d'OpenAI, et j'ai l'impression d'ailleurs que ça fait flipper Google au dernier degré, c'est de remplacer Google dans cette fonction de porte d'entrée. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, il y a les hallucinations, aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a encore besoin d'utiliser Google. Mais en fait, comme on l'a dit, ces IA, elles sont notamment assez bonnes pour taper du code. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont assez bonnes pour se connecter à des API, puisqu'en fait, quand on se connecte à un API, tout ce qu'on fait, c'est on fait un appel à l'API, donc on écrit cet appel en code. Donc, demain, quand vous voulez réserver votre nuit d'hôtel sur Booking, votre nuit d'hôtel sur Airbnb, ou votre Airbnb ou n'importe quoi d'autre, bah, peut-être que la solution, ce sera simplement de dialoguer avec cette IA qui sera une IA porte d'entrée de tous les services du web, et que cette IA, elle sera branchée en API à tout un tas de services auxquels vous pourriez avoir besoin et qu'elle vous fournira finalement l'information directement. Moi, j'ai l'impression que le shift, il va se jouer là-dessus et que ça va être en fait, ça va rebattre les cartes massivement. Parce que si c'est plus Google la porte d'entrée, ça change quand même beaucoup de choses. Bah, c'est ce qui est en train de se passer en fait avec les plugins qui ont été intégrés en fait avec ChatGPT. Je sais pas si vous avez essayé, mais on peut justement connecter plein d'API de différents sites ou d'applications. Et ensuite, GPT-4, il va les utiliser comme des outils et il va s'en servir. Par exemple, il y a l'application Kayak sur laquelle on peut chercher des billets d'avion et faire des trips, des voyages et tout ça. Et ben, on peut lui demander, voilà, ChatGPT, prépare-moi un voyage à Malte, prépare-moi un voyage, voilà, je sais pas, à Tokyo, et il va te faire toute la recherche là-dessus, quoi. C'est vachement intéressant. Et pour en revenir avant sur les entreprises, il y a un sondage qui est sorti il y a pas trop longtemps sur 1000 entreprises, pardon. Et les 1000 entreprises ont répondu à 25% qu'elles avaient déjà en fait viré leurs employés pour les remplacer par ChatGPT. Donc ça veut dire un employé qui utilise ChatGPT pour faire la productivité de 3 employés, quoi. Et donc c'est une étude qui est sortie par Resume Builder. Donc ils ont demandé à 1000 sociétés. Et sur les 1000 sociétés, il y a 25% qui ont dit ça. Ok, bon, trop bien. Qui veut prendre le mot de la fin sur ces belles nouvelles? Bah, moi, je voudrais mettre un petit peu d'optimisme quand même. Parce que j'ai entendu dire on est idiot en France, que dalle. Le génie français, les ingénieurs français sont les ingénieurs les plus intelligents, les plus performants de l'univers. Et en fait, il se passe un truc, et tu as parfaitement d'accord, docteur Futuro, c'est qu'il y a un truc en France qui est particulier, c'est que la France est probablement l'un des pays où la prudence et la lâcheté sont synonymes. Et en fait, c'est très particulier. Alors, je vais vous expliquer, c'est que l'espagnol sur le bazooka. Ouais, c'est ça. C'est pas l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. Voilà, je vais vous expliquer un petit truc. En France, c'est le seul pays où on gronde un gamin qui lève la main pour répondre à la maîtresse et qui a faux.
C'est le seul pays au monde qui fait ça. Partout dans le monde, Je sais pas tu si lèves c'est la vrai. main, la maîtresse te dit ah bah tiens, ou le maître, hein, et te dit bah tiens, et ça, ah bah non, mais non, c'est pas 2 + 2 font pas 5, c'est pas grave, attends, je vais te montrer, et c'est ça. Dans le reste du monde, en France, c'est mais t'es complètement idiot, 2 + 2 font. Voilà. Et alors pour le coup, ceux qui ne savent pas ne lèvent plus la main et ne répondent que celles et ceux qui sont sûrs de répondre. C'est le seul pays au monde qui fait ça. C'est un très particulier et j'ai étudié l'éducation suffisamment dans beaucoup de pays pour me rendre compte qu'il y a un vrai problème en France là-dessus. Et ça a des résultats. Les résultats, c'est que quand on est adulte, on ne fait quelque chose quand on est sûr que ça fonctionne. Et par conséquent, si on fait des études, on va se rendre compte que 8% des Français ont lancé leur propre entreprise, ont eu le courage de lancer des activités, des choses comme ça, avec intelligence et prudence, mais ont le courage de lancer ça. 8%, on est dans les 5 derniers pays de la planète. Tous les autres pays ont beaucoup plus que 8% de créateurs d'entreprises, de sociétés, de kebabs, de tout ce que vous voulez. Et alors, ça a un effet de bord extrêmement important. C'est qu'en France, effectivement, on est l'un des pays qui a le plus de méfiance envers la crypto. On est comme ça en France. Ça veut dire que quand tu es prudent, même si c'est pas de la prudence, mais c'est juste de la lâcheté intellectuelle entrepreneuriale, en fait, on t'applaudit, tout va bien. Mais lorsqu'effectivement tu es un tout petit peu courageux et que tu prends des risques, on te traite de pigeon. Et c'est très particulier. Alors c'est lié à plein de choses. C'est pour ça qu'en fait on a tellement de fuites de cerveau en France. On a des gens, le système éducatif, parce qu'il est très rigoureux, parce qu'il a effectivement beaucoup de force, a créé parmi les esprits les plus brillants du monde, la France. Mais en fait ils s'en vont parce que ils en ont marre de tirer le carrosse tout seul. Et donc ça c'est très difficile. Alors bon, effectivement il y en a quelques-uns qui aiment moins l'avion comme moi et qui préfèrent pour le coup rester en France avec d'autres chercheurs. Moi j'ai eu plein de chercheurs qui sont restés en France en disant voilà, je vais rester en France parce que j'y crois encore un peu. Et à Vivatech, j'en ai rencontré des gens qui me disent on est basé en France parce qu'on y croit encore un peu. Et j'y crois moi aussi. Je pense qu'il faudra quelques années avant qu'à un moment donné, le fait d'être prudent, excessivement prudent, lâchement prudent, ne soit plus applaudi dans les repas de famille. C'est tout. Mais on attendra, on attendra. On est patient. Et un dernier point aussi, je salue Patrice Van qu'on a eu Van de Velde qu'on a eu en talk parce que Jérémy l'a dit aussi, on change les méthodes de travail. Effectivement, l'agilité en entreprise, à une époque, Patrice, on lui disait pourquoi on utiliserait de l'agilité. Maintenant, toutes les questions en entreprise, c'est comment je peux utiliser l'agilité pour être efficace chez moi. Et c'est pareil pour la blockchain. De plus en plus souvent, on disait pourquoi on utiliserait de la blockchain. Et maintenant, dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, il n'y a pas une seule grande entreprise qui n'a pas comment on appelle ça, un bureau, un secteur, enfin un département blockchain avec 2 ou 3 experts qui travaillent. Maintenant, les grandes entreprises, ceux qui ont du pognon, ceux qui prennent des risques, parce qu'il y en a quelques-uns en France qui le font, se disent comment peut-on utiliser la blockchain pour maximiser la fidélité de nos clients, pour maximiser notre transparence, pour maximiser là-dessus. Et c'est à nous, consommateurs, à un moment donné, de se dire on veut avoir de la traçabilité, on veut avoir de l'authentification, on veut avoir quelque chose qui nous dise que c'est vrai, que c'est bien fait correctement. Lorsqu'on sera exigeant, les entreprises feront comme ils l'ont toujours fait et s'adapteront à notre besoin de clients légitimes. Voilà. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Je pose ça sur la table comme d'habitude, mais soyons optimistes, soyons heureux, soyons audacieux et continuons à le faire parce que à un moment donné, on finira par les encercler. Pour juste rebondir sur ce petit mot optimiste, pas de ma part, mais de la part d'un Français expert de l'intelligence artificielle, qui n'est autre que Luc Julia, qui est finalement une des personnes les plus connues autour de l'intelligence artificielle. Alors, soit pour Siri, qu'on connaît bien sur les fans d'Apple, soit pour son livre L'intelligence artificielle n'existe pas. Et en fait, l'intelligence artificielle n'existe pas. Pourquoi il a titré un peu son livre là-dessus? Il a défini c'est quoi l'intelligence. C'est capacité à casser les règles, innover, s'intéresser à ce qui est différent. Et tout ça, en fait, c'est un peu tout un chacun. Et on a ces notions-là et on a beau programmer tout ce qu'on veut, c'est que grâce à nous qu'on peut aller au-delà. Il y a toujours ces notions d'inventivité sur des machines, mais pour casser les règles, pour innover, en fait, ce sera toujours finalement les humains et ça sert à rien d'aller sur l'intelligence artificielle. Il vaut mieux miser sur l'intelligence
réel. Et c'est vraiment ça, je vous conseille vraiment ce livre, L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est hyper optimiste. À la fin, il parle même un peu de blockchain, du monde de demain. C'est un livre qui date un peu, mais toujours d'actualité. Donc franchement, hyper intéressant et c'est très optimiste à la fin de son petit message, sa vision du monde de demain avec un mix de technologie, de l'humain, toujours cette notion d'innovation et c'est beau. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture. Merci infiniment à tous et à toutes déjà pour avoir participé à ce live, aussi bien les gens dans l'audience que les participants de la chronique et nos invités spéciaux, Dr Futuro et Jika. Je crois, Dr Futuro, que tu as une chaîne YouTube, hein, donc Oui, n'hésitez pas à aller taper Dr Futuro sur votre plateforme de vidéo favorite, juste après Twitch. Et aller suivre ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir pris ce déjeuner avec nous. On va aller nous-mêmes prendre le déjeuner tranquillement. Si vous souhaitez vous former au métier de la blockchain, notamment consultant, développeur, finance centralisée, tokenomics et les NFT, vous pouvez le faire sur alira.fr. On forme pas encore à l'IA. Peut-être que ça viendra, on verra bientôt. Vous saurez dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous former et rejoindre le monde de demain et le monde de demain qui sera façonné par ces nouvelles technologies, vous pouvez le faire chez nous. Je vous dis merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous.